Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et je fais la critique analyse de ce chapitre. Pourquoi? Parce que j'ai trop envie d'en parler. Ce chapitre, il était absolument monstrueux et je préfère vous prévenir tout de suite. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, ça va partir dans tous les sens, il va y avoir plein de théories parce que j'ai le cerveau hyper en ébullition. Au-delà de ce qu'il a fait, l'autre Polo qui est juste là-haut, on a eu des informations sur le siècle oublié, sur les lames noires, sur le haki, le retour de Komurosaki. Bref, il y a des trucs absolument de malade. Donc on va parler de tout ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 937. Alors, pour éviter de partir dans tous les sens, on va essayer de suivre la trame qu'il y a eu au niveau de ce chapitre. On va commencer par l'arrivée de Lilin au niveau de cette prison Udon. On a Chopper qui est complètement en stress. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'ils sont un petit peu dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a Tama depuis tout à l'heure, elle est en train de faire saliver Big Mom, en train de lui parler d'une soupe d'haricots. Et lui, Chopper, et chose qui est complètement normale, c'est qu'on va aller dans une prison. Le but, c'est d'aller délivrer Luffy. Et dans une prison, c'est pas un resto. Une prison, c'est pas un hôtel. Donc, de ce fait, il va pas y avoir à bouffer là-bas, mais comme d'habitude Ichiro Oda, tac, il s'amuse à nous faire un petit twist scénaristique, c'est-à-dire que comme par magie, eh bien Queen, lui ce qu'il adore c'est la soupe aux haricots, il en a amené plein, donc quand ils vont arriver, eh ben, il va y avoir obligatoirement une confrontation entre Lilin, Big Mom, qui va sentir la soupe d'haricots, elle va aller bouffer la soupe haricots et la Queen lui va devenir fou, il va vouloir la blaster et bien sûr Big Mom va lui foutre une grosse baffe dans sa grosse bouche. C'est un truc qui va avoir un effet comique là-dessus, mais encore une fois, je trouve qu'il y a une facilité un petit peu scénaristique, mais on a l'habitude avec Ichiro Oda, donc on ne se pose pas plus de questions que ça. L'autre chose qui est vraiment intéressant au niveau de la prison, et c'est le premier gros truc qui nous est arrivé dans la gueule, c'est tout simplement Luffy qui est en train de s'entraîner par rapport au haki. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué, quand il y a une confrontation entre Katakuri et Luffy, Katakuri avait un haki de l'armement au niveau du durcissement, au niveau de l'attaque qui était beaucoup plus puissant que celui de Luffy. Et donc, ça montrait en effet que Luffy devait s'entraîner pour un jour pouvoir atteindre un haki équivalent à celui de Katakuri, voire même plus puissant que celui de Katakuri. On était parti aussi sur une petite théorie où on parlait du haki, le haki version un petit peu tribal, ça fait un bout de temps qu'on en avait parlé. Rappelez-vous justement au moment où il y a Luffy qui fait un Gear 4 contre Big Mom, eh bien on voit qu'il y a une nouvelle haki qui était mis en place et le haki de Luffy était moins puissant que le haki de Big Mom. Et aussi la chose vraiment très importante, c'est tout simplement ce qui s'est passé avec Kaido. Kaido, rien qu'avec son arme qu'il avait enduit de haki, il avait réussi à latter la bouche de Luffy qui était en mode vénère, qui était en mode colère, qui était en mode Gear 4 et qui avait encore quand même pas mal d'énergie. Donc il devait trouver quelque chose pour que Luffy puisse atteindre le niveau de Kaido. Et là, ici, on l'a tout simplement avec l'autre version du haki. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je vous parle d'un haki en version offensif. Eh bien, il existe aussi le haki de l'armement en version défensive. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué Rayleigh, il y a une armure invisible qui se crée. Et même, ils ont un moyen de renvoyer l'attaque de la personne. Ça, on l'a vu sur plusieurs moments. Premièrement, quand on a le flashback avec Rayleigh, quand il explique le haki, quand Luffy est avec lui et qu'ils viennent d'arriver sur l'île, il y a l'éléphant qui attaque et ça on le voit très bien, il renvoie l'attaque de l'éléphant. Au niveau de la marine, Son Tumaru arrive à renvoyer, à faire des attaques au niveau de Luffy. Et bien sûr, on a eu les trois amiraux qui arrivent à renvoyer une putain d'attaque, celle de Barbe Blanche au niveau de Marineford. Et là, on voit bien que les mecs, ils ont les mains comme ça. Et ça veut dire que Luffy, là, en ce moment, il essaye de maîtriser cette capacité, c'est-à-dire de renvoyer la force d'une personne ou alors carrément d'essayer d'envoyer une onde de force qui est faite grâce à son armure invisible. Ça va lui permettre de se faire un bouclier et d'être moins fragile par rapport aux attaques. Pourquoi? Parce que je pense que depuis le début, vu que Luffy est un mec en caoutchouc, il se pensait insensible. Et manque de peau, il joue peut-être beaucoup trop là-dessus, comme on l'a vu avec Doflamingo, quand même avec son haki, il arrivait à garder le côté élastique de son corps et donc d'absorber les attaques. Sauf que certaines attaques comme celle de Doflamingo, il peut les absorber, mais quand on arrive sur une attaque de Kaido, eh bien il ne peut tout simplement pas l'absorber. Et donc ici, il va créer cette armure pour pouvoir
contrer l'attaque de Kaido. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en même temps, s'il arrive à renvoyer l'attaque, peut-être qu'on va arriver sur un moment absolument génial, c'est-à-dire que là, Luffy va pouvoir renvoyer la puissance de Kaido. Alors bien sûr, ça ne se fera pas comme ça en un claquement de doigts, et c'est donc à partir de là que la propre force de Kaido sera la force qui détruira Kaido. L'autre chose qui était super important, et ça c'est le deuxième effet qui se coule qu'on a eu au niveau de la prison, c'est tout simplement que Hyogoro, au moment où Luffy explique qu'il doit un petit peu travailler son Haki, qu'il a appris justement avec Rayleigh, le mot de Rayleigh a percuté Hyogoro, et ça c'est quelque chose qui est hyper logique. C'est-à-dire que Hyogoro, vu qu'il a été un ami de Oden et vu que Oden a fait partie de l'équipage de Goldie Roger, à un moment ils sont bien revenus au niveau de l'île. D'ailleurs, quand il y a la conversation qu'il y a entre Goldie Roger et Barbe Blanche, on voit qu'ils sont en train de boire du saké, qu'ils sont au niveau d'un cerisier en fleurs, et ça c'est typique de Wano Kuni. Ça veut dire que Goldie Roger a dû venir plusieurs fois au niveau de Wano Kuni, et donc il a dû aussi parler à Hyogoro. Et même si Goldie Roger en tant que tel ne lui a pas parlé, et bien Rayleigh, vu que c'est quelqu'un qui est hyper sympa, je pense qu'il a dû aussi parler à Hyogoro, et là il va y avoir un lien encore plus puissant, et ça va encore plus montrer à Hyogoro que Luffy est peut-être cette personne qui va ressembler à Oden et qui va pouvoir sauver Wano Kuni. Donc encore une fois, tous les futurs Yakuza, là c'est encore plus flagrant, vont prendre le pas et vont être avec Hyogoro, et ils vont être avec Luffy. Komurasaki est bien vivante, en un sens tant mieux, je n'aurais pas besoin de me déguiser en Robin pour faire une convention ou pour faire une conférence durant une convention. J'ai échappé très très fort à ce truc. Alors vous me direz, comment tu sais que la courtisane qui a Toko dans ses bras est bien Komurasaki? Tout simplement par rapport au fait que quand elle parle à Kamazo, le mec avec justement les deux faux, ça on viendra, on va en reparler tout à l'heure et expliquer pourquoi il s'appelle Kamazo, eh bien elle parle du shogun aussi, mais sans titre de respect. Elle en parle comme un mec lambda. Pourquoi? Parce que c'est bien Komurasaki. Komurasaki n'a aucun respect par rapport à Orochi, et c'est pour ça qu'elle l'appelle simplement Orochi. Maintenant, la question à savoir, c'est comment elle est encore vivante. Il y a deux solutions. Première solution, c'est que Kiyoshiro a fait une attaque sans toucher ses organes. Elle a seulement perdu énormément de sang, et après ils l'ont soignée et lui ont permis de partir pour qu'elle ne soit plus sous le joug de Orochi. Ceci montre donc que Kiyoshiro est gentil et serait peut-être du côté de Oden, s'il sait bien sûr que Komurasaki est la fille d'Oden. Et je ne veux pas, parce que pour moi, Kiyoshiro est un putain de méchant. Et le fait que d'un côté on ait Hyogoro qui soit l'ancien boss des Yakuza, ça va vraiment faire une guerre entre les deux. La chose qu'on peut peut-être à la rigueur deviner, c'est que Kiyoshiro est amoureux de Komurasaki, et donc il ne s'est pas résolu à la tuer et qu'il a tout simplement voulu la sauver. En gros, c'est si on reprend toujours que Komurasaki est une enfant et que Kiyoshiro a Komurasaki depuis qu'elle est enfant, il a peut-être un lien d'affection envers elle, et c'est pour ça qu'il l'a sauvée. C'est la seule chose à la rigueur que je trouverais à la rigueur justifiable. Le dernier élément qui peut peut-être montrer que Komurasaki est toujours vivante, et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a un fruit du démon. On sait qu'il y a plein de fruits du démon au niveau de Wano Kuni, et donc peut-être que enfant, elle a mangé un fruit d'un Zoan, un fruit d'un Paramecia qui lui permet de se régénérer. Alors on va pas dire que c'est celui du Phénix parce qu'il est déjà pris, on va pas dire que c'est celui de l'Axolot parce que c'est le fruit du démon qu'il y avait au niveau de Punk Hazard, mais je doute que ça soit celui de l'hydre. Mais l'hydre avait en un sens cette faculté. Peut-être qu'il y a une déesse, la déesse de la nature, qui arrive à se régénérer. Enfin, c'est l'une des seules explications. Pourquoi? Parce que dans One Piece, quand tu as une question, eh bien tout se résout grâce au fruit du démon. Donc là, si Komurasaki est vivante, c'est parce qu'elle a un fruit du démon.
Maintenant, on va parler de Giyu Kimaru. Moi, je vais plus l'appeler comme ça parce que déjà, ça me fait chier de l'appeler comme ça. Je vais tout simplement l'appeler Ouverture Man. Ce mec, c'est Ouverture Man. D'ailleurs, vous m'avez vu dans la réaction live. Ouverture. Alors, ce qui est vraiment marrant, c'est un truc que j'ai pas bité tout de suite quand j'ai regardé la critique analyse, enfin quand j'ai fait la réaction live plutôt, c'est tout simplement que le fait qu'il hurle ouverture au moment où il attaque, il enlève l'effet de surprise de l'ouverture. C'est-à-dire que quand tu combats et qu'il y a une ouverture, tu le dis pas et tu rentres dans l'ouverture. Oui, parce que j'ai fait un petit peu de boxe, excusez-moi. Si j'ai envie. Quand tu rentres, tout ça... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce nez-là. Hein, donc voilà, ça c'est la petite. Beaucoup m'ont posé la question pourquoi tu as un nez qui est tout de travers. Bah, c'est des crochets ou des crochets que je me suis pris dans la gueule, tout simplement. Voilà, ça c'est encore une fois les petites parenthèses de la vie du doc. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est quand tu vois en face qu'il y a une ouverture, bah tu gueules pas, tu fais pas voir. Et attention, t'as une ouverture, tu rentres dedans et bim, tu fais un petit crochet au foie. Ça fait du bien. Bon. Alors ça c'était le petit truc. Et le fait qu'il hurle ouverture annule l'ouverture. Donc ça donne un côté un petit peu comique du personnage, même si c'est à cause de lui que Zoro se fait blesser. Zoro est en train de combattre avec lui, il y a la veuve et l'orpheline qui est en train d'arriver, qui sont poursuivis par un mec qui veut seulement tuer que Toko. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre vraiment qui a été donné par le Shogun. Et bien il décide d'arrêter le combat et il pense sûrement qu'il y a quand même un code d'honneur au niveau des samouraïs. Normalement, l'autre aurait dû attendre, et à un moment on le voit, d'ailleurs même moi aussi je me suis fait prendre au piège, c'est-à-dire qu'on le voit regarder le combat et peut-être qu'il analyse les techniques de Zoro, et je pensais même que vu que Zoro allait battre le mec et qu'il allait sauver la veuve et l'orpheline, et bien qu'il allait avoir du respect pour lui. En vérité non, le mec il attend pour trouver une putain d'ouverture, pour après lui niquer la bouche. Donc ça, ce mec là, sur ce côté là, c'est vraiment un pourri. Oui, je le dis, Ouverture Man, c'est vraiment un gros pourri. Ce qui se passe ici, c'est que ce mec, en plus, nous apprend plein de choses par rapport à Ryuma et par rapport au Sushui. Alors là, on va vraiment partir sur des trucs pour moi qui sont hyper importants. C'est le fait que Ryuma, il a existé il y a plusieurs siècles. Ça, c'est vraiment bon parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il était mort, on ne savait pas quand est-ce qu'il a existé. Et ça a plusieurs conséquences. Premièrement, il nous annonce que à cette époque-là, Wano Kuni était ouvert sur le monde et qui s'appelait le pays doré. Ça me fait un écho par rapport à Chandoria. Quand j'ai rigolé dans la réaction live, j'ai parlé des mystérieuses cités d'or et après j'ai percuté, je fais oui, mais on a déjà une mystérieuse cité d'or. Et là, on a peut-être justement un lien entre les Skypiens et aussi les Sandoriens et les Balkans, je sais plus comment ils s'appellent, la troisième race avec les ailes, et aussi tout simplement participer, les gens de Wano Kuni, à la création de la ville de Chandoria. De Chandora. Ça, c'est un petit truc à garder un petit peu dans l'esprit. Il y avait déjà des pirates à l'époque. Ça aussi, c'est vraiment très très important, ce qui veut dire que le titre de Seigneur des Pirates est peut-être un titre qui est vieux de plusieurs centaines d'années et qu'il y a peut-être des légendes ou qu'il y a peut-être des choses qui vont nous arriver dans la tête au sujet des pirates vieux de plusieurs centaines d'années. L'autre chose, c'est qu'il y avait aussi des nobles. Et là, quand il parle des nobles, il parle tout simplement des Tenryubito, ce qui signifie que le gouvernement mondial était déjà existant. Donc on est après la création des poneglyphes et on est après bataille durant le siècle oublié et donc la création de Marijoa. Il a réussi à niquer la gueule d'un dragon, il a réussi à niquer tout le monde qui est venu, c'était le grand défenseur de Wano Kuni et c'est à partir de là que le reste du monde et même le gouvernement mondial a eu peur de Wano Kuni. On comprend pourquoi le saccage de sa sépulture a été autant quelque chose de terrifiant et on voit que Moria c'est un gros méchant et c'est aussi quelqu'un qui avait une très grande notion de l'histoire qui s'est passée au niveau de One Piece parce qu'il a été cherché là-bas au niveau de Wano Kuni et il a réussi à passer à travers un mec comme Ouverture Man. L'autre chose qui est absolument dingue, c'est au niveau des armes noires et du haki. Enfin, le combat de Zoro contre Pika, on a un flashback avec Mihawk et Zoro, où justement Mihawk apprend à Zoro à utiliser le haki sur les armes. Et là, on apprend que le Sushui est une arme noire et qu'elle est devenue noire à la suite des combats qu'il y a eu avec Ryuma. Et à ce moment-là, quand il explique ceci, on voit que Zoro se dit « Ah, c'est pour ça que... » Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? On apprend concrètement que
le Sushui est devenu une arme noire suite au combat qu'a fait Ryuma. Et donc ça veut dire que Ryuma était capable d'utiliser le haki, qu'il a utilisé le haki tout le temps sur son arme, et c'est ce qui à la fin a donné le côté noir à l'arme Sushui. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'était pas là, c'était une arme normale qui était bien forgée, et c'est peut-être pour ça qu'elle faisait seulement partie que de la deuxième catégorie des armes, et ça signifie que plus l'utilisateur utilise son arme, et plus il fait de combats, et plus il y a de l'intensité dans les combats, plus il doit transmettre une partie de lui-même au niveau de l'arme. Et si il utilise énormément le haki, et bien à la fin, l'arme acquiert le haki, acquiert peut-être aussi la volonté de l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est ça que s'est rendu compte Zoro quand il utilisait le Sushui. Zoro a combattu Ryuma. Je ne pense pas qu'à l'époque où il a combattu Ryuma, c'est-à-dire quand on était dans l'arc Trailer Bas, qu'il était du niveau de Ryuma. Ryuma n'était qu'un squelette. Ryuma avait l'âme de Brook pour vivre, mais il n'était peut-être qu'à 1/1000 de ce que pouvait faire réellement Ryuma. Et Ryuma, quand il a combattu Zoro, peut-être qu'il a vu en Zoro son descendant. Et c'est pour ça qu'il lui a transmis le Sushui, pour que le Sushui revienne à Wano Kuni. C'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est peut-être dans un putain de foreshadowing qu'on a eu, et on va avoir un flashback sur les origines de Zoro, et on va voir que Zoro, comme je vous le dis depuis un bout de temps, est vraiment lié à Ryuma. Et donc tout ce qui s'est passé à Trailer Bas, toute la symbolique que je vous ai expliqué, prend encore plus d'importance ici. On peut imaginer quelque chose qui serait complètement fou, mais qu'une partie, comme je l'ai dit, de la volonté, je pars en délire, je le sens au fond de moi, je pars dans un délire. L'âme de Ryuma soit dans le Sushui, et qu'à un moment, il y ait un dialogue entre l'ancêtre Ryuma et son descendant Zoro. Il y a que moi qui est hyper hypé par un truc comme ça. Il y a que moi qui devient complètement fou à cette idée que ça puisse être mis en place. C'est un truc de taré, c'est un truc de malade. Au niveau de la symbolique, au niveau ce serait superbe. Imaginez qu'il a rencontré son descendant bien avant, et qu'il va pouvoir lui parler après, et qu'il va y avoir une transmission de technique, une transmission de volonté. Alors, je ne dis pas que Zoro deviendra Ryuma. Il va avoir son propre rêve, il va faire ses propres choses, mais c'est vraiment quelque chose de dingue. On voit qu'on avance toujours dans One Piece, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on prenait pour acquis qui ne sont plus acquis. Et on parle bien sûr du haki. Le haki qu'on prenait pour acquis. Ouais, laissez tomber, c'est de l'humour, c'est de la merde. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça fait 21 ans que One Piece existe, et on se prend toujours plein de trucs dans la gueule. Kamazo, pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement parce que les fossiles qu'il utilise, eh bien, ça vient de l'outil qui s'appelle un kama, qui servait à couper le riz dans les rizières en Chine et aussi au Japon. Et vous savez, comme je vous ai aussi expliqué il y a un bout de temps, quand il n'y avait plus le droit aux armes, les fermiers et les gens pauvres, pour se défendre, avaient créé un art martial qui était basé par rapport à des outils qui servaient dans la vie de tout. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce mec-là? Ce mec-là, il y en a beaucoup qui sont en train de dire que c'est Denjiro. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a Kinemon qui dit il faut que je retrouve 3 grands samouraïs, à eux seuls, chacun vaut à peu près 1000 hommes. On avait Ashura Doji qu'on a justement retrouvé, il y avait Kawamatsu qui est dans la prison, et on attendait Denjiro qu'on pense qui est justement le mec avec la queue. Kamazo est quelqu'un qui a aussi une queue de cheval, et bien il y en a beaucoup qui disent Denjiro égale Kamazo. Pour moi, Kamazo ne peut pas être Denjiro, parce que c'est la dernière des pourritures, et surtout comment il s'est fait one shot au niveau de Zoro. Regardez comment je suis en train de réfléchir, c'est impossible. Pourquoi? Parce que regardez Ashura Doji, comment il a été par rapport à Jack. Il est d'un niveau hyper élevé. Kamazo, il est bon, mais il est bon lambda. Il n'est pas digne d'un Denjiro, donc je pense que Denjiro sera quelqu'un d'autre. En plus, au niveau de Wano Kuni, c'est pas le seul à avoir une queue de cheval. Donc à partir de là,
Je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui a une queue de cheval et qui va arriver en disant je suis Denjiro, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais peut-être que on va le voir un petit peu plus tard. Mais pour moi, Kamazo n'est pas Denjiro parce que ce mec-là, c'est la dernière des pourritures et une pourriture comme ça ne peut pas faire partie de la rébellion. Ça, c'est un petit peu les codes shonen. Voilà, il peut pas devenir gentil après ou il peut pas. C'est un mec, on n'aura jamais confiance. Et même par rapport à ce qui s'est passé avec Zoro, ça va pas. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc que j'ai vu justement qu'à la fin. À la fin, Zoro, bien sûr, il a les deux katanas qui ont du haki dessus. Mais je sais pas si vous avez regardé, mais la faux qu'il a dans la bouche a aussi du haki. Donc voilà, donc c'était un truc vraiment très très bon. Un chapitre absolument dingue, un chapitre qui m'a fait entièrement rêver, ça fait longtemps que j'avais pas autant vécu un chapitre comme ça. Franchement, il y a eu plein de trucs qui m'ont fait triper, qui m'ont fait rigoler. Enfin bref, le retour de Zoro, un Zoro comme on l'aime. On va pas parler de la blessure qui s'est fait infliger, c'est par rapport au truc, et c'est aussi après un truc qu'il a décidé de garder pour prendre l'arme parce qu'il lui manquait une arme. Enfin bref. Zoro, on l'adore. Luffy, on adore One Piece. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Si encore une fois vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip. Partagez par exemple autour de vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.